Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. L'exploitation artisanale du cobalt en RDC, des jeunes Congolais risquent leur vie en creusant des mines de fortune pour extraire ce minerai que la planète entière s'arrache. Végétaliser les villes et lutter contre les îlots de chaleur, ce sont les missions que s'est fixé notre invité. Arland Jorger a créé la start-up EOSmart pour préserver la biodiversité, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Au Togo, plus d'écrivains nationaux inscrits dans les programmes scolaires. Des professeurs et artistes se mobilisent pour mettre en avant les auteurs locaux afin que la jeunesse se réapproprie son identité culturelle. Le cobalt est un minerai indispensable à la fabrication des batteries électriques. Les 2/3 des réserves mondiales se trouvent en République démocratique du Congo. Les vastes mines du pays ont été vendues à des entreprises étrangères, souvent chinoises. Par conséquent, de nombreux jeunes n'hésitent pas à descendre plusieurs mètres sous terre dans des puits étroits et sans aucune sécurité à la recherche de ce précieux or bleu. Reportage à Kolwezi de Julien Fouché et David Kalinga. On appelle cette ville la capitale mondiale du cobalt. À Kolwezi, au sud de la République démocratique du Congo, les plus gros gisements au monde de ce métal précieux. Il faut une dizaine de kilos de ce minerai noir pour chaque batterie de voiture électrique. À côté de ces concessions, quasiment toutes chinoises, une constellation de petites mines sous ses tôles et ses bâches oranges. Hervé, un ancien informaticien, est tombé sur un filon de cobalt en creusant ses toilettes. C'était faux sceptique, mais on s'est retrouvé par des indices de cobalt. C'était il y a 4 ans. Le jeune homme est devenu mineur du jour au lendemain. Chaque jour, lui et son frère descendent dans ce puits. Je les accompagne. Ok, on part doucement ensemble. Une descente à 20 mètres sous terre, sans harnais, juste des encoches creusées dans la paroi pour poser les pieds. Doucement. Okay. Ah, ça descend encore? Oui, ça descend. Un peu, c'est juste 5 mètres. D'accord. C'est loin encore? Après 15 minutes à ramper dans des boyaux d'à peine 1 mètre de large, le métal précieux. Voici les lignes de cobalt. Toutes les lignes là, noires. Ouais. Sans ce minerai, pas de transition énergétique. Ça sert à fabriquer des batteries là, électroniques. Ce que j'ai appris à propos de ces voitures. Vous avez appris ça comment? Par télévision. Ces mines artisanales, c'est 1/4 de toute l'extraction de cobalt au Congo. Il n'y a pas de risque d'éboulement? Non, non. C'est pour cela qu'on protège avec les sacs. Et vous avez peur parfois de descendre dans la mine, vous? La première fois, j'ai tremblé. J'avais fait juste 3 minutes. Il n'y a plus de souffleur, là. Il y a de l'oxygène, hein? Au bout d'1 heure, la machine qui ventile la mine grâce à ce simple tuyau s'est arrêtée. Vas-y. Il faut sortir. Allez. Chaque mois, Hervé remonte 1 tonne de cobalt de sa mine. Il la vend 1 100 € à des intermédiaires chinois. Une fois raffinée, elle se revendra 50 000 € sur les marchés mondiaux. C'est déjà bien travaillé. D'ici 2040, selon l'Agence internationale de l'énergie, il faudra extraire 20 fois plus de cobalt pour assurer notre transition vers les énergies propres. La désertification de Bamako, la perte de la mangrove à Douala ou encore des marécages grignotés par l'urbanisation à Cotonou. Comment ramener la nature et la biodiversité dans les villes d'Afrique? Habiter durablement et intelligemment les espaces urbains est un enjeu d'avenir pour faire face au réchauffement climatique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Arland Jorger. Bonjour Valériane. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous avez fondé la start-up EOSmart, dont vous êtes aussi la PDG. Quel est votre but? Alors déjà, merci beaucoup Valériane pour cette opportunité de parler du sujet. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la question d'habiter la Terre durablement est vraiment un enjeu. 2 chiffres forts, 2050, cette fameuse année, et je ne vais pas déroger à la règle. En 2050, 7 habitants sur 10 seront citadins, donc habiteront en ville. Encore une fois, dans un contexte africain, 1 jeune sur 3 sera originaire du continent africain. Donc il y a vraiment cette question de comment on habite la ville durablement dans un contexte africain. Et c'est comme ça qu'on se positionne aussi chez EOSmart, c'est-à-dire comment on va apporter des informations de qualité pour permettre
aux acteurs de l'aménagement des territoires de pouvoir anticiper et mieux accompagner les villes dans leur résilience au changement climatique. Voilà ce qu'on fait. Et on va s'appuyer sur différents outils et différentes technologies pour le faire, comme l'imagerie spatiale ou l'intelligence artificielle. On reparlera de l'intelligence artificielle juste après. Et concrètement, vous accompagnez donc des programmes de reboisement, par exemple, et de création d'îlots de fraîcheur dans les environnements urbains. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur concrètement comment ça se passe sur le terrain ? Alors concrètement, ce qui se passe sur le terrain, c'est que bien sûr, quand on parle de villes, il y a différentes typologies et différentes géographies. On va prendre l'exemple des villes côtières, que ce soit Cotonou, que ce soit Douala ou Abidjan. Ce sont des villes qui sont généralement des villes assez marécageuses. Et elles font face notamment à tout ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains, parce que le sol est habité et en tout cas imperméabilisé, ce qui ne permet plus à la chaleur qui réfléchit en journée de pouvoir être absorbée correctement. Donc îlots de chaleur en journée et le soir. Donc comment on va répondre à cet enjeu-là ? Généralement, l'un des principaux outils naturels qui est à notre possession pour le faire, c'est le couvert végétal. Comment on accompagne les territoires à reboiser et à recréer du couvert végétal ? Donc concrètement... Oui, car je précise, ramener une couverture végétale, comme vous dites, ou reboiser, ramener des espaces naturels du vert dans la ville, ça permet de réduire les températures, en fait. Exactement. La chaleur qui nous est renvoyée par les rayons du soleil sont absorbées par les plantes, par les feuilles, et sont rejetées sous forme d'eau, d'évaporation, d'évapotranspiration, ce qui rafraîchit la température générale de la ville. Mais quand à la place des arbres, on a majoritairement du bitume et du béton, il n'y a plus cette capacité à rafraîchir l'atmosphère générale de la ville. Donc ça, c'est un des premiers leviers. Comment on va pouvoir développer des ceintures ou des couloirs verts, donc de végétaux, sur un territoire pour lutter contre ce premier effet-là. Et puis il y a la question des inondations aussi, donc notamment les villes côtières. Les rapports du GIEC nous l'ont dit, beaucoup de villes côtières vont être soumises à inondations, et même le niveau des eaux qui va augmenter pourra détruire ou en tout cas réduire la superficie de ces zones-là. Donc c'est comment le végétal aussi peut accompagner une meilleure gestion des eaux de surface et des eaux pluviales. Et vous utilisez donc l'intelligence artificielle et l'imagerie spatiale. Ça fonctionne comment ? C'est la question des algorithmes finalement. On va demander à la machine d'aller chercher plusieurs types de données dans différents types de bases de données et traiter via un algorithme et nous faire ressortir des informations dont on a besoin. Je donne un élément simple. Sur cette question de reboisement, il y a un enjeu principal qui est la survie du couvert végétal qui a été installé. On voit des programmes de reboisement où on plante des arbres, on plante de la mangrove. La question qui est intéressante, c'est de se dire qu'est-ce que ça devient 2 ou 3 ans plus tard ? Est-ce que ça vit encore ? Est-ce que ça s'est développé ? C'est un organisme vivant. Donc là, c'est de dire comment on peut accompagner la survie de ces populations qui ont été reboisées, qui ont été introduites, une fois qu'on les a plantées. L'intelligence artificielle va servir à ça, pouvoir nous donner des recommandations pour choisir les bonnes essences et agir juste à temps pour s'assurer que le programme de reboisement, 3 ans plus tard, non seulement il a évolué, mais il s'est développé et il a pu grandir de manière saine. Pour conclure, est-ce que vous avez des résultats ou des réussites ? Alors oui, effectivement, le programme que nous avons mené à Cotonou nous a permis de mettre en évidence l'enjeu de la préservation des marécages, notamment celui de Fifadji dans le 9e arrondissement. Et tout un programme de sensibilisation va continuer dans la lignée de ce que nous avons pu faire là-bas sur place. Merci Arlan Durger d'avoir été notre invité. Merci Valériane. Parlons aussi de la conservation du patrimoine culturel. Dans les écoles togolaises, il y a encore 2 ans, les cours de français étaient basés essentiellement sur l'étude des auteurs français et seulement quelques classiques africains. Un programme qui datait de l'indépendance en 1960. Désormais, les livres d'écrivains togolais sont inscrits au programme éducatif. Les élèves étudient par exemple La Belle ensorcelée de Kofi Viassem et Des larmes au crépuscule de Steve Bojona. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé. Cette bibliothèque ambulante sillonne les zones les plus reculées de la banlieue de Lomé. Depuis 4 ans, elle s'installe là où l'accès aux livres est difficile, là où les acteurs de la culture sont absents. Comme ici à Lekbasito, ce qui fait le bonheur des enfants et des adolescents. Je suis contente parce que mes parents ne m'achètent pas souvent des livres parce qu'ils n'ont pas de moyens. Grâce à cette association, le temps d'un week-end ou pendant les vacances scolaires, les jeunes lisent et écoutent des récits. Objectif, leur donner goût à la lecture par des livres qui racontent leur univers africain en langue française. Aujourd'hui, la langue d'apprentissage dans notre zone, c'est le français. Ce n'est pas cette langue-là que nous allons faire connaître notre histoire. Pour renouer avec sa culture, il est nécessaire d'aller plus loin selon l'écrivain togolais Steve Bojona.
Il fait partie de ceux qui ont dépoussiéré la littérature à l'école. Jusqu'en 2020, à côté des classiques français, on étudiait en majorité que des ouvrages africains en lien avec la décolonisation et les indépendances. Les classiques africains, les Camara Laye, Sous l'orage, Une vie de boy, Le mandat, entre autres, étaient étudiés dans les établissements. Mais aujourd'hui, avant de nous identifier à l'Afrique, nous devons nous identifier à notre propre pays. Et qu'à partir de ce moment, il était important que nous partions d'abord de la littérature togolaise. Désormais, avant la littérature panafricaine et mondiale, la priorité est donnée aux ouvrages contemporains togolais. Si nous voulons construire justement une élite qui met en priorité son pays, il est important que cela s'applique également au domaine de l'éducation. Dans cet atelier pour enfants, l'artiste panafricaniste Elom Vince éduque et enseigne via des séances de contes. Pour lui, il faut associer à l'école moderne une éducation traditionnelle qui s'est perdue au contact de la colonisation. Je pense qu'il est important de décoloniser l'éducation. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut enseigner autrement. Je suis de ceux qui pensent que même toute l'architecture de l'école doit être revue. À travers ce genre d'atelier, par exemple, nous avons découvert que les enfants sont plus à l'aise à s'exprimer dans les langues locales. L'éducation fondée sur la première langue ou la langue maternelle doit commencer dès la petite enfance, recommande l'UNESCO. Mais au Togo, il n'existe pas encore de manuel pédagogique en langue nationale comme l'Evé ou le Kabylie. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci pour votre fidélité.